Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons tout d'abord sur les grands enjeux de la digitalisation du secteur de la gestion de patrimoine avec Nebojša Srećković, président de NS Group et secrétaire général de l'Anacofi. Nous nous intéresserons ensuite à un sujet fiscal assez particulier qu'il vaut mieux avoir en tête, à savoir la pénalisation du droit fiscal qui est concerné. Qu'est-ce que cela implique? Nous tenterons un décryptage complet avec Benoît Dambre, avocat en droit fiscal chez PDGB. Voilà, bienvenue à vous tous qui nous regardez. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique où on va se poser la question des grands enjeux du digital dans la gestion de patrimoine. Avec la pandémie et les mesures de confinement, le secteur a en effet dû faire sa mue comme d'autres avant lui. Mais les mêmes principes de relation client ou de collecte de données peuvent-ils s'appliquer lorsqu'il s'agit de conseiller sur la gestion de l'intégralité d'un patrimoine? Nous en parlons avec Nebojša Srećković. Bonjour Nebojša Srećković. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes président de NS Group, mais également secrétaire général de l'Anacofi. L'Anacofi, une des grandes associations de CGP. Je crois que vous représentez plus de 50% des CGP indépendants sur le territoire français. Tout à fait. Et vous vous intéressez aux sujets digitaux depuis de nombreuses années maintenant. Quand on parle de mue digitale, Nebojša Srećković, dans le secteur du conseil en gestion de patrimoine, vous diriez qu'elle date de quand? Elle date réellement depuis les durcissements de la réglementation. D'accord. L'Anacofi avait créé un observatoire, qui est toujours actif pour recenser tous les outils digitaux qui pouvaient être au service de nos adhérents. Et l'axe premier a toujours été la RegTech, la SurTech, comment automatiser les process de réglementation. Et c'est vrai que depuis la pandémie et le Covid, le digital s'est fortement accéléré, les offres de services sont multipliées. Et ce qui nous permet aujourd'hui, en tant qu'indépendants, d'offrir des prestations de services équivalentes aux grandes banques. Donc si je comprends bien, il y a eu une première étape qui a été le durcissement de la réglementation vis-à-vis des CGP, où là, en fait, il a fallu trouver des outils digitaux pour la gestion en fait de l'activité. Et dans un second temps, on a vu en fait les mesures de confinement liées à la pandémie, avec ces mesures de confinement, une nécessité finalement de trouver d'autres moyens d'échanger avec le CGP. Et donc là, il y a eu une accélération. Donc quoi, depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a une accélération, mais c'était un mouvement qui avait été entamé avant. Tout à fait. On était en B2B, 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 et l'accès B2C n'était pas mis énormément en avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les interfaces d'agrégation de comptes, d'extranet pour les clients est totalement ouvert. On a une offre qui est très riche pour les CGP et très complète. Alors un mot peut-être de cet observatoire digital avant de nous expliquer les grands enjeux aujourd'hui. Donc du coup, c'est un observatoire qui a 4 ans? Oui, tout à fait. Oui. Et qui recense en fait les outils digitaux, parce que vous, votre métier finalement, enfin votre métier, en tout cas le rôle de l'Anacofi, c'est d'accompagner les CGP indépendants. Donc en fait, dans cet observatoire digital, on va trouver des outils qui permettent aux CGP indépendants de faire leur transformation digitale, c'est ça? Tout à fait. On recense dans les 4 segments réglementaires, que ce soit l'intermédiation d'opérations de banque, l'intermédiation d'assurance, le conseil en investissement financier ou le conseil en gestion de patrimoine. On va retrouver tous ces éléments qui vont être concentrés et se retrouver dans cette plateforme. Et on va y parler même de fintech, on va y parler même de crypto, on va parler même de crowdfunding. C'est pas un gros mot, crypto, pour les CGP, du coup, non? On va dire joker pour aujourd'hui. D'accord. Okay. Et alors, du coup, quels sont les grands enjeux de la transformation digitale? Prenons un exemple très concret, un CGP qui a potentiellement 2-3 employés maximum, qui a un chiffre d'affaires qui fonctionne très bien depuis de nombreuses années avec un mécanisme qui donne une part plutôt faible au digital. Quels sont les grands enjeux pour lui pour faire sa transformation digitale aujourd'hui? Grâce à tous les outils qui sont sur la place, ça va lui permettre d'avoir un suivi client un peu plus renforcé, automatiser un certain nombre de tâches sur la partie transaction, sur la partie reporting. Donc maintenant, les clients sont adeptes du visio, sont adeptes de la signature électronique. Il y a encore 2 ans, c'était un gros mot, la signature électronique, puisqu'on ne savait pas comment le faire.
Et on trouvait ça totalement stupide d'aller signer avec un SMS. Aujourd'hui, on fait des souscriptions avec des SMS. D'accord. C'est là où on voit bien l'évolution du marché. Et donc là, c'est quoi? C'est les mesures de confinement qui ont fait que du coup, il a fallu trouver un autre moyen de signer et que ça s'est développé, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Ils étaient existants, tout existait, mais très peu utilisé par les confrères. Et aujourd'hui, c'était un vrai catalyseur, puisque ça nous a permis de maintenir les services auprès des clients et la collecte, pour maintenir aussi nos encours et nos chiffres d'affaires. Et de l'autre côté, d'avoir plus de temps pour offrir plus de services aux clients. En réalité, dans l'histoire, c'est le client qui est le gagnant de l'opération, puisque aujourd'hui, il se retrouve chez un indépendant avec tous les services de visualisation, d'agrégation des comptes et de visibilité de son patrimoine à court terme et à long terme, qui est déjà très bien. Et de l'autre côté, un conseiller qui est toujours à son écoute, qui est toujours présent, et c'est la grande force de notre métier. C'est qu'on est vraiment présent pour nos clients. Alors, il y a deux choses dans ce que vous nous dites. En tout cas, il y a deux choses que j'entends. D'abord, c'est le sujet de l'agrégation des comptes. On a l'impression que c'est un des enjeux principaux aujourd'hui. C'est qu'effectivement, quand on fait du conseil en gestion de patrimoine, on a besoin d'avoir une visibilité un peu globale, finalement, sur le patrimoine de la personne. Et donc, l'agrégation des comptes, c'est quoi? C'est le fait de dire ce que potentiellement je vous donne en gestion, mais que vous ayez aussi une vue globale sur ce que vous n'avez pas en gestion, mais que je possède dans mon patrimoine, c'est ça? Tout à fait. J'ai un deuxième titre, je suis président de l'association Pénélope, justement, qui normalise les échanges des flux financiers. Et du coup, on est vraiment là pour fournir de la data auprès des agrégateurs de comptes via les compagnies d'assurance, une data qui est très fiable, qui est exacte, et qui permet du coup d'avoir cette consolidation et de voir à la fois ses comptes bancaires, à la fois de voir ses compte assurantiel, de voir l'intégralité du patrimoine que le client détient de façon instantanée. Alors effectivement, il y a un décalage de 24 heures, le temps de la consolidation, mais le client a une vraie vision de son patrimoine, peut voir aussi s'il y a des dérives. Aussi, ça permet aussi au client de contrôler ce que nous faisons. D'accord. Oui. Et pas d'attendre son relevé trimestriel ou annuel. Ah, donc il peut suivre en fait la stratégie mise en place. Ah oui, il y a un tableau de bord qui permet de suivre la stratégie mise en place au quotidien. Tout à fait. D'accord. Ouais. C'est la grande force du digital, c'est qu'on a vraiment ouvert nos cabinets, l'intérieur de nos cabinets, à nos clients, à l'extérieur, et ça a été vraiment quelque chose de très révolutionnaire pour ce. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Il y a plus de transparence en fait dans un sens comme dans l'autre. Peut-être juste côté client, donc il y a cette agrégation des comptes. On pourrait se dire effectivement, j'ai un tableau de bord avec l'intégralité de mes comptes et je peux suivre. Et on pourrait aussi se dire, est-ce que j'ai envie moi que toutes mes données soient digitalisées sur en ce qui concerne l'intégralité de mon patrimoine? Là, j'imagine que c'est une discussion que vous devez avoir régulièrement avec certains clients quand même. Oui, bien entendu, on recueille ces informations auprès du client et on leur pose des questions sur l'utilisation de ces données. Et c'est le client qui est en capacité aussi d'apporter ou pas ses comptes bancaires s'il le souhaite. D'accord. Ce n'est pas une obligation, ce ne sont pas tous les outils qui le permettent. Mais en tout cas, ça permet, quand vous avez un conseiller, que vous avez plusieurs contrats d'assurance vie ou plusieurs comptes titres, en une seule vision d'avoir la photo de votre patrimoine. Alors, je disais qu'il y avait deux sujets dans ce que vous nous disiez tout à l'heure. Le premier, c'était effectivement ce sujet de la donnée et de l'agrégation de comptes. Le deuxième, c'est celui de la proximité. On imagine très bien dans un rendez-vous physique la proximité entre son conseiller et la personne qui est conseillée. Dans le digital, on l'imagine moins. Alors, comment est-ce qu'on fait pour remettre de la proximité ou ne pas en enlever ou faire accéder une proximité différente? C'est exactement le piège du digital. Donc, on a beau dire que ça apporte des services complémentaires, etc., ce qui est vrai. De l'autre côté, la relation attitude-personnelle, elle se fait que physiquement. Et le ressenti, les discours qu'on peut avoir derrière un écran sur lequel on automatise des rendez-vous les uns derrière les autres, on était en période de pandémie, il fallait rassurer tout le monde, donc il fallait voir un maximum de gens très rapidement. C'est très bien, mais ça ne retire pas le caractère humain. Et aujourd'hui, les clients viennent parce que nous sommes là. C'est vraiment une vraie relation attitude-personnelle qu'il faut préserver, puisque c'est notre grande marque de fabrique, nous les conseillers en investissement financier, par rapport à nos amis banquiers. Donc ça ne remplace pas le rendez-vous physique. En fait, on ne peut pas concevoir aujourd'hui l'accompagnement en gestion de patrimoine sans un rendez-vous physique à un moment quand même. On peut le concevoir maintenant en deux temps. On va avoir une relation d'échange avec le client.
et de l'autre côté, une partie totalement automatisée du service qui peut même être traitée par un ingénieur patrimonial junior, par exemple, pour donner l'exemple d'un cabinet avec 2-3 collaborateurs. Avec 2 ou 3 collaborateurs, et effectivement. En termes de chiffre d'affaires, est-ce que vous constatez, alors peut-être pas au niveau des chiffres, mais qu'il y a une réelle appétence, par exemple, est-ce que sur ces outils digitaux proposés par un cabinet en gestion de patrimoine, est-ce que ça permet de faire venir de nouveaux clients, par exemple, pour le gestionnaire de patrimoine ? Alors, ça ne fait pas venir de nouveaux clients, mais ça permet d'asseoir notre notoriété, notre savoir-faire. Notre savoir-faire est encore plus admis et compris par les clients, qui traduit naturellement vers de la nouvelle recommandation. Et alors, Nebojsa Srećković, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de donner quelques conseils aux CGP indépendants qui auraient vu un certain nombre de ses confrères se digitaliser, qui lui n'auraient pas forcément pris le mouvement tout de suite. À quoi il doit faire attention déjà ? Quels sont les points sur lesquels il faut faire très attention ? Et ensuite, par quoi est-ce qu'il faut commencer ? Parce qu'en fait, on peut tout digitaliser. On peut digitaliser la relation client, son CRM, son logiciel de paie ou autre. Par quoi est-ce qu'il faut commencer ? Et ensuite, à quoi il faut faire attention ? Il n'y a pas de priorité, puisqu'en réalité, tout ce que vous avez cité est hyper important, puisque bien de sûr, notre tout est côté, essentiel. on doit stocker les informations du client, on doit les restituer au client, on doit monter des stratégies, faire du reporting, donc privilégier des outils sur lesquels on peut faciliter les reportings auprès du client pour garder ce fil conducteur et cette relation privilégiée avec le client. C'est vraiment le point important. L'agrégation de comptes me semble aujourd'hui plus qu'essentielle ou indispensable dans notre profession. Et Surtout alors, quand on est multi-assureur, multi-gérant. Et à quoi est-ce qu'il faut faire attention, du coup, des erreurs à ne pas commettre absolument ? C'est l'automatisation à l'excès. D'accord. Quand vous devez signer un document de 85 pages en signature électronique, à la fois ça peut faire peur aux clients, puisqu'il faut tout lire, il faut tout expliquer. Donc c'est le côté j'automatise très très rapidement et du coup trop d'informations, trop de choses validées par le client et trop de choses peu maîtrisées par le client. Donc c'est la pédagogie, l'accompagnement du client qui est toujours au cœur de notre métier. Et alors, pour conclure, Nebojsa Srećković, je vous entends dire effectivement que tout est indispensable dans la digitalisation. Un CGP qui anticipe finalement cette transformation-là peut se dire, bah oui, mais ça va me coûter combien d'investir dans 10 logiciels pour transformer toute mon activité ? C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte également. C'est un gros investissement. Alors aujourd'hui, sur la place, vous voyez qu'il y a des concentrations d'industries dans ce métier-là. Et il existe différentes offres accessibles, même pour un tout petit cabinet qui démarre. Et à défaut de ce que tout le monde pense, c'est pas parce qu'on est petit, qu'on n'a pas beaucoup de clients, qu'on n'a pas besoin de l'outil. Et l'outil, en somme toute, n'est pas si cher que ça, puisque c'est calculé au coût client. Merci beaucoup Nebojsa Srećković d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine détailler pour nous finalement les enjeux de la digitalisation du secteur. Je rappelle que vous êtes président de NS Group et secrétaire général de l'Anacofi. Merci à vous Nicolas de nous avoir invités. Et on se retrouve très vite dans Enjeux Patrimoine. Et on enchaîne avec Enjeux Patrimoine où nous allons revenir sur une question centrale qui concerne cette fois-ci la fraude fiscale que nous ne vous encourageons évidemment pas à faire, mais il s'agit de la pénalisation du droit fiscal, une pénalisation selon certaines conditions. Cela date de fin 2018 à la suite de la loi relative à la fraude fiscale et cela pose un certain nombre de questions, notamment sur le fait de lancer parfois des procédures parallèles. Nous en parlons avec Benoît Dambre, avocat spécialiste en droit fiscal chez PDGB. Bonjour Benoît Dambre. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci de vous prêter à l'exercice de nous décrypter un petit peu la pénalisation du droit fiscal. Ça peut faire peur comme ça, mais on va détailler tout ça et donner un petit peu des clés pour comprendre réellement. Déjà, ça date de fin 2018. La loi relative à la fraude fiscale a introduit cette notion en octobre 2018, le 23 octobre 2018. Donc ça veut dire que dès le 24, on pouvait être pénalement responsable de fraude fiscale ? Alors, ça date de bien avant, en fait, du début du XXe siècle. D'accord. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on rentre vraiment dans un nouveau paradigme. C'est-à-dire que cette loi du 23 octobre 2018, elle durcit considérablement les sanctions. D'accord. Et surtout, elle fait sauter ce qu'on appelait avant le verrou de Bercy, c'est-à-dire une dénonciation automatique à partir de certains seuils. D'accord. Et c'est ça qui est nouveau. Et même si on n'a pas beaucoup de recul aujourd'hui sur cette loi, puisque la pandémie est passée par loi,
ça nous incite à beaucoup plus de prudence et ça change complètement la façon dont on appréhende en réalité la fiscalité. Un mot du verrou de Bercy, ça veut dire qu'avant, en fait, on n'était pas dénoncé avant un certain seuil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce qui change concrètement depuis cette loi du 23 octobre 2018? Alors concrètement, ce qui change, c'est ce qu'on appelle une dénonciation automatique au parquet de certaines infractions fiscales les plus graves, à partir de certains seuils. Le seuil, c'est quoi? C'est 100 000 euros de droits rappelés et des pénalités qui sont importantes, donc 80% pour manœuvre, pour activité occulte, opposition à contrôle fiscal, ou pour certaines personnes qui dépendent par exemple de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, le seuil n'est pas de 100 000 euros, mais il est de 50 000 euros. D'accord. Donc c'est une dénonciation qui est automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le verrou de Bercy qui avant avait... Automatiquement, on dépasse 100 000 euros. Alors ces 100 000 euros, c'est pas 100 000 euros non déclarés, c'est 100 000 euros dus aux impôts du coup. 100 000 euros de droits rappelés. De droits rappelés, Voilà. c'est-à-dire c'est 100 000 euros qu'on n'aurait pas déclarés pour le coup, c'est ça, ou 100 000 euros qu'on n'aurait pas payés? Ce sont les droits, voilà. Ce D'accord. sont les rappels de droits. Et donc, c'est une dénonciation automatique, mais ce qu'il faut également voir, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a cette dénonciation automatique que l'administration fiscale ne peut pas, pour des redressements qui sont moins importants, saisir ce qu'on appelle la commission des infractions fiscales et qui va donner son avis sur l'opportunité des poursuites. Et généralement, la commission des infractions fiscales valide les poursuites. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a cette dénonciation automatique que l'ancien régime a complètement disparu. D'accord. En revanche, le nombre de dossiers qui ont été transmis a été multiplié par 2, par exemple, entre 2019 et 2018. D'accord. Il y a une petite, donc c'est à peu près 1678 dossiers. Il y a une petite baisse de l'an dernier, en 2020, d'après les derniers chiffres dont on dispose, due à la pandémie. Donc, on n'a pas encore beaucoup de recul sur toutes ces procédures, mais ce qu'il faut voir, c'est que ça s'inscrit dans un mouvement qui est beaucoup plus général de répression, en fait, de la fraude fiscale, tant dans l'ordre en fait, national, donc en France, que dans l'ordre international, puisque ce mouvement n'est pas qu'un mouvement français. Et dans l'ordre international, on a des dispositifs poussés par l'OCDE, donc ce qu'on appelle l'initiative BEPS, qui s'inscrit également dans cette mouvance d'une plus grande transparence fiscale. Et donc, on change complètement la façon d'appréhender la fiscalité. Il y a une sensibilisation beaucoup plus importante qui doit être menée au sein des entreprises, concrètement, pour sensibiliser donc, les acteurs, les décideurs sur ces enjeux, puisque, encore une fois, les sanctions peuvent être très importantes. On parle d'amendes qui peuvent être de 500 000 à 3 millions d'euros d'impôts, enfin 3 millions d'euros, en tout cas d'amendes, bien sûr. Oui. D'amendes, et puis de peines de prison qui peuvent aller jusqu'à 7 ans de prison. Bah c'était ça la question, c'est quand on parle de pénal, d'un coup d'un seul, ça fait beaucoup plus peur, effectivement, que de payer une amende supplémentaire. Donc là, on peut aller en prison. Voilà, là, il y a des peines de prison qui sont prévues. Alors, elles étaient déjà prévues avant, mais elles ont été renforcées au fil du temps. Et aujourd'hui, effectivement, on peut aller jusqu'à 7 ans de prison lorsque certaines conditions sont remplies, notamment l'utilisation de comptes à l'étranger ou de structures interposées qui sont parfois présumées fictives. D'accord, d'accord. Et puis on peut aller jusqu'au double du produit de l'infraction. Donc si vous voulez, quand on met ça bout à bout, c'est-à-dire les amendes et puis les peines d'emprisonnement, ça commence à piquer. Bien sûr, oui. Mais ça veut dire que, du coup, quoi, l'arsenal finalement juridique n'était pas assez fort avant 2018 et que là, du coup, on a décidé de le renforcer un maximum et de dire, en fait, l'administration fiscale ne fait pas suffisamment peur en tant que telle, donc on va passer au pénal pour mettre une crainte supplémentaire vis-à-vis de la fraude fiscale. L'arsenal législatif existait déjà. Vous aviez des lois, notamment en décembre 2013, et puis l'article 1741 du Code général des impôts, il existe depuis 1920, je crois. Donc l'arsenal, il existait. Mais là, il y a la prise en compte, si vous voulez, que l'acceptation sociale de la fraude fiscale n'est plus du tout... C'est ça. La non-acceptation sociale de la fraude fiscale est pour le coup assez présente. Et donc, c'est traduit par le législateur dans ces nouveaux dispositifs. Pour être effectivement très significatif. Donc la sanction est effectivement très lourde. Alors vous nous disiez que entre 2018 et 2019, le nombre avait été multiplié par 2. On parle bien du nombre de personnes donc, qui ont suivi une procédure pénale pour une infraction fiscale, c'est ça? Ce sont des dossiers qui sont transmis au pénal, d'accord. Ensuite, combien de ces dossiers vont aller jusqu'au bout? On n'a encore une fois pas assez de recul sur cette loi, puisque si vous voulez, on est en 2021, et puis il y a eu effectivement cette année
particulière l'an dernier où le nombre des contrôles fiscaux a été divisé par 2 et puis l'activité a été en fait un petit peu gelée dans les juridictions. D'accord. Mais avec le dégel qui se précise, on voit donc un réveil et donc toutes ces procédures qui ont été mises un petit peu en suspens ou ralenties pendant la pandémie, elles vont redémarrer fin d'année 2021 et en 2022. Et ça, c'est quelque chose que les entreprises, que les dirigeants doivent être sur lesquels ils doivent être sensibilisés parce que c'est le nouveau paradigme dans lequel on vit. Ça prend combien de temps une procédure pour fraude fiscale au pénal, du coup, justement ? Alors c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas suffisamment de recul, c'est que ça prend plus d'un an, j'imagine. Alors, les procédures fiscales, en règle générale, quand on additionne toutes les procédures, peuvent durer jusqu'à 12 ans, voire 15 ans pour certaines, donc c'est excessivement long. Les procédures pénales sont très longues aussi, un peu plus rapides que le fiscal, mais on n'a pas encore assez de recul, assez de jurisprudence pour voir quel est l'impact réel de cette loi. Mais c'est là où, effectivement, il faut bien comprendre, c'est que vous nous dites les procédures fiscales et les procédures pénales. Ça veut dire que là où avant déjà on pouvait avoir plusieurs procédures fiscales pour différents faits, si je comprends ce que vous nous dites, là on va en rajouter une. En fait, on va pas troquer une procédure fiscale contre une procédure pénale. En fait, ça va être en plus des procédures fiscales qui sont déjà menées. Tout à fait. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, on ne va pas rentrer ici dans trop de détails techniques, mais les deux procédures sont indépendantes. D'accord, et donc parallèles pour le coup. Et donc parallèles. Et elles prennent du temps. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre également, c'est l'impact financier. Lorsque vous faites l'objet d'une procédure pénale, généralement, vous avez une saisie conservatoire des sommes qui sont présumées avoir été fraudées. Et pour en obtenir la restitution, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. D'accord, ouais. Parce que le temps de la justice est celui qu'on connaît, donc ce n'est pas le temps des entrepreneurs, et donc l'argent est bloqué pour une certaine période, ce qui peut handicaper assez lourdement les ETI notamment, lorsqu'elles sont visées par ces procédures-là, ou les dirigeants d'entreprises qui n'ont plus la disposition de leurs fonds, tout simplement. Et alors, vous nous dites qu'il faut faire très attention quand on est dirigeant d'entreprise. On peut évidemment penser à quelqu'un qui aura fraudé en ayant conscience de l'avoir fait. On pense aussi à l'introduction du droit à l'erreur d'Emmanuel Macron. Là, est-ce que du coup, ça vient un petit peu faciliter la vie du dirigeant d'entreprise qui aurait pu effectivement... Alors effectivement, 100 000 euros, ça peut paraître gros comme erreur, mais tout dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise aussi. Est-ce que ça peut venir quand même faciliter, éviter d'aller directement au pénal pour le dirigeant d'entreprise ? Alors, deux choses. Évidemment, ce seuil de 100 000 euros, il est assez critiqué, puisqu'il est le même que vous soyez une multinationale qui fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires ou une PME dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le million d'euros. Et pardon, il ne concerne que les entreprises ou c'est le même seuil appliqué aux particuliers ? C'est le même seuil pour tout le monde. D'accord, particulier ou entreprise, voilà. D'accord. C'est pour ça qu'il est aussi... Oui, donc effectivement, pour des réalités différentes, on a exactement le même seuil. On peut se poser la question de savoir de l'impact de ce seuil sur un particulier comme sur une multinationale, bien sûr. Tout à fait. Oui. Donc il y a beaucoup de procédures qui sont craintes par les multinationales, notamment celles qui exercent une activité en France sans en avoir vraiment conscience, qui ont un établissement stable en France, notamment qui n'est pas déclaré. Bien sûr. Et donc vous avez des visites domiciliaires, donc des perquisitions qui révèlent ces établissements stables. C'est une notion grise en droit fiscal international, mais qui peut se traduire lorsque, effectivement, vous avez des rappels de droit qui très rapidement excèdent les 100 000 euros avec des pénalités de 80% par une procédure pénale. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le nouveau paradigme. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où la plupart des multinationales n'ont pas à gérer la culpabilité, parce que généralement les circuits sont bien organisés. Bien sûr, oui. Et les entreprises ne sont pas des fraudeurs, il faut le dire. Mais ils ont à gérer un risque réputationnel. C'est-à-dire qu'une fois que la procédure est lancée, vous réalisez assez vite que ce que vous avez à gérer, ce n'est pas la culpabilité, c'est l'accusation. D'accord. Il faut en réalité gérer l'accusation et anticiper, sensibiliser les personnes, parce qu'elles peuvent faire l'objet d'une visite domiciliaire et préparer des réponses, des explications, bien sensibiliser encore une fois les acteurs pour se préparer à ce risque-là. Il n'y a pas de fatalité. Vous parliez de droit à l'erreur. La loi donc, du 10 août 2018, qui est un peu le pendant à la loi pour une société de confiance, si le pendant, c'est la carotte avec le bâton qui est cette loi sur
la fraude fiscale, elle introduit effectivement un droit à l'erreur et puis surtout une nouvelle relation de confiance pour les bons contribuables qui rentrent dans une relation de confiance avec l'administration fiscale. Donc ça concerne un petit nombre d'entreprises aujourd'hui. Mais le message est clair. La lutte contre la fraude fiscale, ça vise en principe les vrais fraudeurs, oui, bien sûr. et pas toutes les entreprises. En réalité, l'immense majorité des entreprises ne fraudent pas. Bien sûr. Mais effectivement, il faut avoir en tête que quand on fait des montages fiscaux et qu'on est présent dans plusieurs pays, sans vouloir frauder, en fait, on s'expose potentiellement à un risque réputationnel si jamais on n'a pas vu quelque chose passer et qu'on rentre automatiquement dans les conditions, où là la procédure passe au pénal directement. Tout à fait. D'où l'impératif, à chaque fois qu'on met en place des opérations, de les justifier pour des motivations qui soient juridiques, financières, économiques. Mais lorsque le fiscal prend le devant le juridique, l'économique, le financier, là, une lanterne rouge doit s'allumer et il faut réfléchir avant de mettre en place les opérations et voir interroger l'administration fiscale à la procédure du rescrit qui existe. Finalement, c'est les plus renseignés, c'est ceux qui peuvent vous dire si ça rentre dans les clous ou pas, donc complètement. Alors, c'est le juge qui décide en dernier ressort, mais la volonté d'instaurer un dialogue avec l'administration fiscale, elle est également renforcée par cette loi pour une société de confiance. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut dire. Il n'y a pas que la pénalisation, il y a aussi la possibilité de discuter et d'avoir des réponses, de discuter des réponses qu'on obtient parfois, parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Bien sûr. Oui. Mais généralement, lorsqu'on entre dans cette démarche-là, la pénalisation s'éloigne un petit peu. Et alors, Benoît Dambre, une question de manière un peu plus générale. Est-ce que vous constatez des tendances en matière de droit fiscal ou de redressement fiscaux actuellement ? Alors, l'année dernière est un petit peu particulière encore. Évidemment, bien sûr. Mais sur une période, on va dire, longue de 3 ans, donc une fois qu'on a mis de côté la pénalisation du droit fiscal, puisque ça c'est une vraie tendance, un changement de paradigme, encore une fois, dans un monde d'une transparence totale. Bien sûr. Oui. La transparence totale, c'est aussi quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de grands bouleversements, de grandes révolutions dans le contrôle fiscal. Quand on prend la généralité des chiffres du contrôle fiscal, les rapports sont parfaitement publics, vous voyez que l'essentiel, en tout cas pour les entreprises, ça va concerner les prix de transfert pour les grosses entreprises, la TVA sur les ETI, et puis pour les dirigeants, ça va concerner aujourd'hui davantage les gains, les plus-values qui peuvent être requalifiés en salaire dans tout ce qu'on appelle les management packages. Bien sûr. Et ça, c'est une nouveauté de cet été, avec des décisions du Conseil d'État du 13 juillet 2021, qui font couler beaucoup d'encre sur la requalification des plus-values en gains salariaux dans tout ce qu'on appelle les management packages. Donc ça, c'est effectivement il y a des modes en matière de redressement fiscal. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt à la mode. Voilà. On pourra en reparler dans une autre émission. Benoît Dambre, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocat en droit fiscal chez PDGB. Vous êtes prêté à un exercice compliqué, quand même, venir nous expliquer la pénalisation du droit fiscal sur un temps très court. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.